Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un nouveau chapitre qui traite la régulation de l'activité enzymatique. En fait, les organismes vivants doivent être capables de moduler l'activité enzymatique cellulaire de façon à pouvoir s'adapter aux changements métaboliques. Imaginez seulement une cellule dont toutes les enzymes seraient en action en même temps. Ce serait comme une grande ville dont tous les feux de circulation seraient en vert. Vous imaginez la suite, bien sûr. Donc, les enzymes ne fonctionnent qu'en fonction d'un besoin cellulaire. Alors, il y a deux possibilités de régulation de l'activité enzymatique, soit par contrôle de la disponibilité des enzymes, ceci dit soit par leur dégradation ou leur synthèse, soit par contrôle de l'activité des enzymes. Il y a en fait différentes voies de contrôle de l'activité enzymatique. Nous détaillerons dans ce chapitre deux grandes voies de la régulation de l'activité enzymatique. Ça sera la régulation par modification covalente et la régulation par des effecteurs enzymatiques. Le système de phosphorylation-déphosphorylation est de loin le système le plus fréquent dans la régulation des activités enzymatiques. Alors, cette phosphorylation permet soit d'activer temporairement l'enzyme, soit de l'inhiber temporairement. La phosphorylation se produit le plus souvent sur une sérine ou une thréonine, mais on peut avoir des phosphorylations sur des résidus de tyrosine. La phosphorylation, c'est-à-dire l'ajout du groupement phosphate, est catalysée par diverses protéines, kinases et autres phosphotransférases, alors que la réaction inverse, la déphosphorylation, c'est-à-dire la suppression du groupement phosphate, est réalisée par des enzymes qui sont des phosphatases. Alors, les kinases, comme les phosphatases, vont en réalité répondre à un signal extracellulaire pour pouvoir réguler l'activité de l'enzyme en fonction du besoin cellulaire. Un exemple qui peut servir d'illustration de ce mécanisme est celui de la glycogène phosphorylase. Alors, la glycogène phosphorylase est une enzyme qui catalyse la dégradation du glycogène. Eh bien, la glycogène phosphorylase, lorsqu'elle est phosphorylée, elle sera sous la forme active. Par contre, lorsqu'elle sera déphosphorylée, elle sera sous sa forme inactive. On note l'intervention de deux enzymes dans l'interconversion, la phosphorylase kinase, qui assure le passage de la forme inactive à la forme active, par phosphorylation bien sûr, et la phosphorylase phosphatase, qui va assurer le passage de la forme active à la forme inactive par déphosphorylation. Passons maintenant aux modifications covalentes irréversibles, qu'on appelle également clivage protéolytique. Alors, pourquoi on parle de modification irréversible? Alors, tout simplement parce qu'il y a une activation permanente de l'enzyme par modification covalente d'un précurseur d'enzyme. En fait, ce précurseur d'enzyme existe à l'état inactif et un clivage protéolytique, c'est-à-dire élimination d'une séquence d'acides aminés par clivage spécifique, permet de modifier la structure 3D de l'enzyme pour permettre de rendre fonctionnel son site actif. Ces précurseurs inactifs sont appelés des zymogènes. Un exemple caractéristique est celui des enzymes digestives. On peut illustrer cet exemple avec la trypsine. En fait, la trypsine est biosynthétisée sous forme de trypsinogène. Donc, le trypsinogène est donc le précurseur de la trypsine. Alors, le trypsinogène est inactif parce que l'accès à son site actif est bloqué par un propeptide. Le trypsinogène inactif est clivé entre les acides aminés 6 et 7, lysine et l'isoleucine, de sa séquence peptidique par une entérokinase pour donner la trypsine. On va étudier maintenant une autre voie de la régulation de l'activité enzymatique, c'est la régulation par des effecteurs enzymatiques. En fait, en plus de leur substrat, les enzymes sont capables de fixer des molécules dont ils ne peuvent catalyser la conversion. Ces molécules sont appelées des effecteurs. On distingue les inhibiteurs qui diminuent l'activité enzymatique et les activateurs qui l'augmentent. Les activateurs d'enzymes sont des molécules ou des espèces chimiques pouvant se lier à une enzyme pour augmenter son activité. Ils augmentent l'activité enzymatique sans être eux-mêmes impliqués dans la réaction catalysée par l'enzyme. Alors, ces activateurs augmentent la vitesse initiale de la réaction sans changer le Km, c'est-à-dire la constante de Michaelis. Les activateurs les plus courants sont des ions métalliques. Je cite l'exemple des ions de magnésium qui sont des activateurs des kinases et les ions Cl- qui sont des activateurs d'amylase.
Alors, à l'exception des groupes prosthétiques, les activateurs ne sont pas généralement spécifiques et plusieurs espèces peuvent avoir le même effet d'activation sur une enzyme. On va parler maintenant des inhibiteurs enzymatiques. Alors, les inhibiteurs peuvent être réversibles ou irréversibles. Alors, dans le cas des inhibiteurs réversibles, l'inhibition disparaît si l'effecteur disparaît. Par contre, dans le cas des inhibiteurs irréversibles, l'inhibition va persister même si l'inhibiteur disparaît. On va commencer par l'étude des inhibiteurs réversibles. Les inhibiteurs dits réversibles se lient aux enzymes par des liaisons non covalentes de faible énergie comme les liaisons hydrogènes, les liaisons ioniques ou encore des interactions hydrophobes. Alors l'ensemble de ces liaisons permet d'établir une association réversible entre l'enzyme et l'inhibiteur. Alors différents types d'inhibition en résultent selon que ces inhibiteurs se lient à l'enzyme et ou au complexe enzyme-substrat. Alors en présence de ces inhibiteurs, la cinétique de l'enzyme reste toujours michaélienne. Alors on distingue trois types d'inhibiteurs. Vous avez les inhibiteurs compétitifs, incompétitifs ou encore les inhibiteurs non compétitifs. Alors nous allons nous attarder progressivement sur ces différents types d'inhibition. Alors on va commencer par l'étude de l'inhibition compétitive. Un inhibiteur compétitif possède généralement une ressemblance structurale avec le substrat, avec lequel elle entre en compétition pour se fixer sur le même site actif de l'enzyme. Alors, concurremment à la liaison enzyme-substrat, il y a une liaison enzyme-inhibiteur qui aboutit à la formation du complexe enzyme-inhibiteur qui est inactif. L'inhibition compétitive peut être levée par une élévation de la concentration du substrat qui peut ainsi saturer le site actif de l'enzyme à la place de l'inhibiteur. Alors, on a vu que dans ce type d'inhibition, le substrat et l'inhibiteur sont en compétition pour se lier au même endroit sur l'enzyme libre. Alors, quels sont donc les effets de cet inhibiteur sur les constantes cinétiques de l'enzyme, à savoir Km et Vmax? Alors, on sait que Km est égal à E fois S divisé par ES. Donc, la concentration de l'enzyme est égale à la constante de Michaelis fois la concentration du complexe ES divisé par S. Et maintenant, on sait que Ki, la constante de dissociation du complexe enzyme-inhibiteur, est égale à la concentration de l'enzyme fois la concentration de l'inhibiteur divisé par la concentration du complexe EI. Donc, EI est égal à la concentration de l'enzyme fois I divisé par Ki. Donc, si je remplace ici la concentration de E par le rapport qu'on a trouvé tout à l'heure, alors je vais trouver que la concentration du complexe EI est égale à Km fois la concentration du complexe ES divisé par S, le tout multiplié par I divisé par Ki. Alors, on sait que la concentration totale de l'enzyme est égale à la concentration du complexe ES plus la concentration de l'enzyme libre plus la concentration du complexe EI. Alors, si on remplace E et EI par les rapports qu'on vient de trouver, donc, on va remplacer E dans l'équation par Km fois ES sur E et EI par Km fois ES divisé par S multiplié par I sur Ki. ES plus Km fois ES divisé par S plus Km fois ES divisé par S multiplié par I sur Ki. La concentration totale de l'enzyme sera égale à ES facteur de 1 plus Km sur S plus Km sur S fois I sur Ki. Alors, si je fais passer ES à l'autre côté de l'égalité, je vais obtenir ET sur ES est égal à 1 plus Km sur S plus Km sur S fois I sur Ki. Alors, on sait bien que la vitesse initiale de la réaction est égale à la constante de vitesse K3 fois la concentration du complexe ES. Alors, en isolant ES, donc ES sera égal à VI divisé par K3. Donc, je remplace ES par VI sur K3. Donc, on aura ET multiplié par K3 divisé par VI est égal à 1 plus Km divisé par S plus Km divisé par S fois I divisé par Ki. Donc, en isolant VI, donc VI sera égal à K3 fois la concentration totale de l'enzyme divisé par 1 plus Km sur S plus Km sur S multiplié I sur Ki. Donc, si je mets ici Km sur S en facteur, je vais obtenir VI est égal à K3 fois la concentration totale de l'enzyme divisé par 1 plus Km sur S facteur de 1 plus I sur Ki.
Alors on sait que la vitesse maximale de la réaction est égale à K3 fois la concentration totale de l'enzyme. Donc si je remplace K3 fois ET par Vmax, donc VI sera égal à Vmax divisé par 1 plus Km sur S, facteur de 1 plus I sur KI. Alors en multipliant par S de part et d'autre, on obtient VI est égal à Vmax fois S divisé par S plus Km, facteur de 1 plus I sur KI. Donc ici, on va simplifier avec la concentration du substrat. Alors l'effet d'une inhibition compétitive peut être visualisé sur des courbes de VI en fonction de S, en présence et en absence d'inhibiteurs. D'après les différentes courbes obtenues, en présence et en absence d'inhibiteurs, on constate que la vitesse maximale de la réaction reste inchangée, tandis que l'inhibiteur entraîne une augmentation de Km. Alors si on passe à la représentation de Liouville-Burke, c'est-à-dire la représentation en double inverse, on observe que toutes les droites obtenues sans et avec inhibiteur se croisent en un seul point de coordonnées 0, 1 sur Vmax. Donc 1 sur Vmax ne change pas, donc effectivement Vmax ne change pas dans le cas d'inhibition compétitive. Par contre, on voit que moins 1 sur Km va augmenter, donc Km va augmenter. Ce qui veut dire que l'enzyme aura moins d'affinité pour son substrat en présence d'inhibiteurs compétitifs. Alors dans le cas des inhibiteurs non compétitifs, alors l'inhibiteur en se liant rend la molécule d'enzyme incapable de catalyser la réaction. La fixation de l'inhibiteur au niveau de l'enzyme se fait au niveau d'un site différent du site de fixation du substrat. Donc l'inhibiteur peut se fixer sur l'enzyme libre, comme il peut se fixer sur le complexe ES. Alors on parle d'inhibition non compétitive, tout simplement parce qu'il n'y a aucune compétition entre le substrat et l'inhibiteur pour l'occupation du site de fixation. L'affinité de l'enzyme pour le substrat Km reste donc inchangée. Alors ce type d'inhibition en fait n'est pas levé par un excès de substrat. Dans le cas de l'inhibiteur non compétitif, l'inhibiteur peut se fixer sur l'enzyme libre pour former le complexe EI, comme il peut se fixer sur le complexe ES. Dans ce cas-là, il y aura formation du complexe ESI. Déterminons maintenant l'effet de l'inhibiteur non compétitif sur Km et Vmax. En fait, la constante Km de l'enzyme vis-à-vis du substrat représente toujours la constante de dissociation du complexe ES. Km est égal E fois S divisé par ES. Mais aussi celle du complexe EIS. Donc, la dissociation du complexe EIS va donner le substrat et le complexe EI. Dans ce cas-là, Km serait égal à EI fois S divisé par EIS. La constante Ki de l'enzyme vis-à-vis de l'inhibiteur représente la constante de dissociation du complexe EI avec Ki est égal E fois I divisé par EI. Mais aussi celle du complexe EIS qui va se dissocier pour libérer l'inhibiteur plus le complexe ES. Dans ce cas-là, Ki est égal à ES fois I divisé par le complexe EIS. Et comme on a fait précédemment, on va sur l'équation de conservation. Alors dans ce cas, la concentration totale de l'enzyme est égale à la concentration de l'enzyme libre plus la concentration du complexe ES plus la concentration du complexe EI plus la concentration du complexe EIS. Et on va remplacer chaque forme de l'enzyme par les rapports déjà identifiés, exactement comme on a fait tout à l'heure pour l'inhibition compétitive. Alors si on suit le même raisonnement que tout à l'heure, on va pouvoir trouver rapidement que l'équation de Michaelis et Menten devient VI est égal à Vmax divisé par 1 plus I sur KI multiplié par S divisé par S plus Km. Dans cette nouvelle équation de Michaelis et Menten, alors Vmax est affecté d'un coefficient qui dépend de la concentration de l'inhibiteur et de la constante de dissociation du complexe EI. Donc Vmax apparente, c'est-à-dire Vmax en présence d'inhibiteurs non compétitifs, sera égal à Vmax divisé par 1 plus I sur KI. Donc, ce type d'inhibition réduit la vitesse maximale de la réaction. Par contre, la constante de Michaelis reste inchangée. Donc, Km apparente est égal à Km. L'effet d'une inhibition non compétitive
peut être visualisé sur les courbes de saturation enregistrées avec et sans inhibiteur. Alors nous pouvons constater que la constante croissante de l'inhibiteur entraîne une diminution de la vitesse maximale, alors que la constante de Michaelis reste inchangée. Dans la représentation des doubles inverses, on va obtenir l'équation d'une droite. Alors si on trace 1 sur VI en fonction de 1 sur S, on obtient des droites de pentes différentes qui se croisent à moins 1 sur Km. Il nous reste à étudier l'inhibition incompétitive. Donc on va essayer de comprendre le concept. Vous avez une enzyme et un substrat qui va se fixer sur cette enzyme. Puis on va avoir un inhibiteur qui va se fixer sur ce complexe enzyme-substrat. Donc l'inhibiteur incompétitif ne se lie sur l'enzyme qu'après fixation du substrat. L'inhibiteur se lie seulement au complexe enzyme-substrat. Alors généralement, la liaison du substrat sur l'enzyme entraîne une modification de la conformation de l'enzyme, relevant ainsi un site de fixation pour l'inhibiteur. Alors l'inhibiteur en retour va modifier la conformation du site actif et empêche la réaction, c'est-à-dire la transformation du substrat en produit. Alors comme pour l'inhibiteur non compétitif, l'inhibiteur incompétitif n'entre pas en compétition avec le substrat pour son site de fixation. Déterminons maintenant l'effet de l'inhibiteur incompétitif sur Km et Vmax. Alors la constante Km de l'enzyme vis-à-vis du substrat représente toujours la constante de dissociation du complexe ES. Alors Km est égal à E fois la concentration de S divisé par la concentration de ES. Donc ES est égal à E fois S sur Km. La constante Ki de l'enzyme vis-à-vis de l'inhibiteur représente la constante de dissociation du complexe ESI en ES et en inhibiteur libre, avec Ki est égal à ES fois I divisé par EIS. Donc la concentration du complexe EIS sera égale à la concentration de ES fois la concentration de l'inhibiteur divisé par la constante Ki. Donc si je remplace ES par E fois S sur Km, donc la concentration du complexe EIS devient E fois S fois I divisé par Ki fois Km. Alors sachant que la concentration totale de l'enzyme est égale à la concentration de l'enzyme libre plus la concentration du complexe ES plus la concentration du complexe EIS, alors on va remplacer chaque forme de l'enzyme par les rapports déjà identifiés, exactement comme on a fait tout à l'heure pour l'inhibition compétitive et non compétitive. Alors si on suit le même raisonnement, on va pouvoir trouver rapidement que l'équation Michaelis et Menten devient VI égale S fois la vitesse maximale divisée par 1 plus I divisé par Ki, le tout divisé par S plus Km divisé par 1 plus I divisé par Ki. Alors dans cette nouvelle équation, la constante de Michaelis et Menten Vmax et Km sont affectées d'un coefficient qui dépend de la concentration de l'inhibiteur et de l'inverse de la constante Ki. V'max, c'est-à-dire la vitesse apparente, est égale à la vitesse maximale divisée par 1 plus la concentration de I sur Ki. Et de même, Km apparente est égal à Km divisé par 1 plus la concentration de I sur Ki. On a donc une nouvelle Vmax et une nouvelle Km qui sont respectivement inférieures au Vmax et Km. Donc, ce type d'inhibiteur réduit la vitesse maximale et augmente l'affinité de l'enzyme pour son substrat. L'effet d'une inhibition incompétitive peut être visualisé sur les courbes de saturation enregistrées avec et sans inhibiteur. Alors nous pouvons constater que la concentration croissante de l'inhibiteur entraîne une diminution de la vitesse maximale et la constante de Michaelis. Dans la représentation en double inverse, on obtient des droites de pente constante Km divisé par Vmax, ce qui est logique car on a divisé Km et Vmax par un même nombre 1 plus I sur Ki. En conclusion, nous avons ici un petit résumé des différents types d'inhibiteurs réversibles que l'on peut observer. Dans le cas d'inhibition de type compétitif, donc Km va augmenter. Donc Km apparente est égal à Km multiplié par 1 plus I divisé par Ki. Par contre, la vitesse maximale ne change pas. En présence d'un inhibiteur non compétitif, le Km ne change pas et la vitesse maximale diminue. Donc Vmax apparente est égal à Vmax divisé par 1 plus I divisé par Ki. Par contre,
les deux paramètres, que ce soit Km ou Vmax, diminuent dans le cas d'une inhibition incompétitive, avec un Km apparent qui est égal à Km divisé par 1 plus I sur Ki, et une vitesse apparente qui est égale à Vmax divisé par 1 plus I sur Ki. Je rappelle que dans le cas d'un inhibiteur réversible, l'inhibiteur peut se dissocier à son enzyme. Il existe par contre des inhibiteurs dits irréversibles. Or, ces inhibiteurs se lient de manière covalente au site actif de l'enzyme et l'inactive de façon permanente. Les inhibiteurs irréversibles entraînent donc une perte des propriétés catalytiques de l'enzyme, soit par modification de sa conformation, soit par blocage du site actif de l'enzyme. Alors, ces inhibiteurs peuvent être répartis en deux catégories: les inhibiteurs ciblant un groupe chimique spécifique et les inhibiteurs suicides. Alors, pour les inhibiteurs ciblant un groupe chimique spécifique, alors ces inhibiteurs sont structurellement similaires au substrat et ils réagissent avec une chaîne latérale particulière du site actif de l'enzyme qui est importante pour la catalyse. Il y aura donc la formation d'un lien covalent entre l'enzyme et l'inhibiteur qui ne peut pas être hydrolysé, ce qui conduit à l'inhibition de l'enzyme. Pour les inhibiteurs suicides, alors ces inhibiteurs présentent des ressemblances structurales avec le substrat. Alors ces inhibiteurs sont inactifs jusqu'à ce qu'ils se lient au site actif de l'enzyme. Donc initialement, l'inhibiteur se lie normalement avec l'enzyme, tout comme s'il s'agissait du substrat. Après, il affecte les premières étapes de la réaction enzymatique, mais au lieu d'être transformé en produit, vu que l'enzyme n'a pas fixé le substrat, il a fixé un inhibiteur. Alors ces inhibiteurs produisent une nouvelle molécule qui est très réactive et qui se lie de manière irréversible à l'enzyme. Alors voyons un exemple d'inhibiteur irréversible ciblant un groupe chimique particulier. Alors si on prend l'exemple de l'acétylcholinesterase, qui est une enzyme importante dans la transmission de l'influx nerveux. L'acétylcholinesterase est une protéase acérine, donc il possède une sérine dans son site actif qui participe à l'activité enzymatique. Alors cette enzyme est inhibée de façon irréversible par le diisopropylfluorophosphate qui se lie de façon covalente au résidu sérine. Alors cette inhibition n'est pas spécifique. Le DFP peut alors inhiber aussi plusieurs autres protéases possédant une sérine dans leur site actif. Alors comme deuxième exemple, les bêta-lactamines. Alors les bêta-lactamines sont des molécules qui agissent sur la synthèse de la paroi bactérienne. Alors les bêta-lactamines, telles que la pénicilline, sont des analogues structuraux de substrats d'enzymes synthétisant le peptidoglycane, qui est le constituant majeur de la paroi bactérienne. Alors ces enzymes sont les PLP, protéines liant les pénicillines. Alors les bêta-lactamines vont se lier de manière covalente avec les PLP parce qu'ils possèdent une analogie structurale avec le substrat naturel de cette enzyme. Il s'agit du dipeptide déanalyne, rendant ainsi inactifs ces enzymes, ce qui aboutit à l'inhibition de la synthèse du peptidoglycane. Alors toutefois, la pénicilline n'affecte que peu ou pas une bactérie qui ne se divise pas, car dans ce cas, sa paroi est déjà constituée et ne sera que faiblement altérée. Alors pour terminer, je tiens à souligner que les inhibiteurs jouent un rôle important dans le contrôle des mécanismes biologiques, notamment dans la régulation des voies métaboliques. Alors ces inhibiteurs peuvent apporter des informations capitales pour bien comprendre le mode de catalyse enzymatique. L'importance des enzymes dans de nombreuses maladies en fait des cibles pharmacologiques attrayantes pour la découverte de médicaments. En fait, l'une des stratégies pour cibler une enzyme est d'identifier des inhibiteurs spécifiques qui vont moduler son activité. Ainsi, de nombreux médicaments sont des inhibiteurs enzymatiques. Un médicament inhibiteur d'enzyme est souvent évalué par sa spécificité, c'est-à-dire par l'absence de liaison avec d'autres protéines, et sa puissance, c'est-à-dire sa constante de dissociation. Une autre spécificité et une forte puissance minimise donc les effets secondaires et la toxicité du médicament.